On m'a demandé d'être Monsieur Loyal aujourd'hui pour introduire la dernière conférence de la matinée à propos de la facilitation spectacle. Il va falloir chauffer un peu, on va détendre les épaules, on va se secouer un peu, on va être prêt parce que je crois qu'on va bouger un peu. Il y a deux speakers qui vont venir nous parler de tout ça et elles ne veulent pas venir dans le silence, dans le calme. Elles veulent qu'on s'énerve un peu. Donc ouais, voilà. Je qu'on se chauffe. Allez. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux. Mais bon, on n'est pas là, on n'est pas au cirque, hein, donc on va se calmer. Mais maintenant, on va vous donner notre conférence. On vient parler sérieusement. Du coup, on est Camille et Marie-André. On est facilitatrices ici chez Bedrock. Donc notre objectif en général, c'est d'accompagner les équipes à se questionner sur la façon dont elles travaillent pour maximiser la valeur qu'elles produisent, le tout dans un environnement sain et agréable pour tous. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble et on a expérimenté plein de choses. Vous avez dû nous voir. On a testé plein de conceptions, de facilitations, de toutes sortes d'ateliers. Des ateliers sur la definition of done, sur les objectifs de sprint, des rétrospectives surtout, les indicateurs à mettre en fin de sprint, toutes sortes de choses. On en a fait des vertes et des pas mûres. On évolue dans le contexte de Bedrock, donc on accompagne une 50aine d'équipes. Et puis on a ressenti sans cesse le besoin de se renouveler pour répondre aux attentes du public, enfin des collaborateurs, pardon. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faciliter une rétro de Noël sur le thème d'un repas de famille avec en bonus la décoration d'un sapin de Noël. On a aussi demandé aux participants de s'approprier un cocktail pour donner leur kiffomètre du sprint. On a fait des time capsules sur World of Warcraft. On a brûlé feuilles d'automne pour célébrer l'automne. Donc voilà, on a fait vraiment plein de trucs incroyables avec beaucoup de magie et de paillettes. Et on a toujours envie de faire mieux, toujours envie de faire plus waouh, avec encore plus de paillettes, plus magique que la fois précédente, jusqu'à ce qu'on se demande pourquoi on fait ça déjà. Du coup, on va pas vous dévoiler tout de suite le plan de la conf. On va essayer d'interagir avec vous. C'est en fonction des échanges qu'on va avoir qu'on va ajuster notre discours et on va s'adapter. On va faire des pauses pour rembobiner pour voir ce qui se passe. On va vous dévoiler les coulisses de notre conférence et en fait, on vous propose une conférence immersive dans le but de refléter notre cheminement de pensée. Du coup, pour démarrer, je vous propose de faire appel à un volontaire. Donc, est-ce que quelqu'un veut tirer un popcorn au choix? Est-ce que tu peux venir sur la scène? Eh oui. Ok, je te laisse choisir une couleur entre le rouge, le rose et le vert. Ok, merci. Est-ce que tu peux la lire à voix haute? À quoi te fait penser la facilitation spectacle? Très bien, merci. Est-ce que tu veux répondre? Oui. À quoi te fait penser la facilitation spectacle? Des paillettes, du show, quelque chose qui emmène le public et qui fait interagir les gens. Super, t'as raison, merci. Donc il y a Emma qui prend des notes. Merci, tu peux garder ton popcorn si tu veux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres idées de réponses? Il y a une catchbox si vous avez si vous avez une idée de ce que c'est la facilitation spectacle? Ou encore, qu'est-ce que vous venez chercher à cette conférence, à part nous voir, Emma et moi? Du fun, ouais, la facilitation spectacle, c'est du fun. Qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi au travers du spectacle? Des facilitations? Vous vous souvenez pas de rétro où il y a eu un peu de la magie, des paillettes? Ça n'avait pas du tout fonctionné du coup. De l'émotion. Ouais, de l'émotion, ok. Humour, grave. Ok, ça marche. Bon, je vais vous donner notre définition de la facilitation spectacle.
c'est quand on bascule dans un show ou un contenu extravagant, quitte à perdre l'essence du fond en codifiant un atelier comme ce qu'on est en train de faire avec des éléments du spectacle, donc du jeu, de la surprise, un effet waouh. C'est réellement ça l'idée. Mais tout ça, ça a des impacts. Yes. Du coup, nous, avec Camille, on l'a dit un petit peu en introduction, on s'est posé la question de quelle est la limite de tout ça et pourquoi on est vraiment là. Du coup, il y a différents impacts qu'on a vus et qu'on voulait vous partager aussi pour vous placer un peu, nous, dans notre posture. Qu'est-ce que ça va générer chez nous? En fait, on a plus pris aussi le prisme de se dire, OK, mais quelle est l'injonction qu'on commence à avoir? Si à chaque fois que vous avez des rituels qui se répètent et que vous devez animer des choses, en fait, on se retrouve dans une injonction à envoyer des confettis et des effets waouh. Je m'explique. À chaque fois, vous êtes devant un exercice où il faut venir faire toujours plus. C'est des choses que nous, on a expérimentées et qu'en fait, on observe aussi quand vous prenez cette posture-là. Du coup, on s'interroge sur le message qu'on est en train de transmettre. Il y a un deuxième biais à ça, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en train de vous concentrer en vous disant bon bah très bien, il faut faire toujours plus et envoyer de la confetti, il faut que toujours on ait plus de créativité, c'est qu'on se retrouve à passer 80% du temps sur le fond et seulement 80% du temps sur la forme, pardon, et 20% sur le fond. C'est-à-dire que vous passez tout votre temps à vous demander quel est le thème que vous allez mettre et quel est le jeu que vous allez créer, et puis finalement répondre à une problématique, il vous reste peu de temps pour faire ça. Ensuite, donc je l'ai dit tout à l'heure, basé sur ça, on va se poser 2 questions. Quand on a cette posture-là, ça remet en question la valeur du facilitateur ou de la facilitatrice. Si on est dans de l'événementiel, on l'entend parfois des équipes, vous êtes là pour animer, vous êtes là pour créer du jeu, en fait, elle est où notre valeur? Et ensuite, ça pose une deuxième question. C'est le message qu'on vous transmet. Donc déjà, vis-à-vis de nous, de notre posture, mais aussi pour vous. Vous avez peut-être déjà été dans cet exercice où on vous a demandé, ou alors vous vous êtes retrouvé à devoir animer quelque chose de façon autonome. Mais en fait, si nous, on vous montre déjà dans l'exercice de notre métier que faciliter un atelier, c'est juste créer un jeu ou brûler des feuilles mortes, dans quelle posture on vous met? Est-ce que c'est là qu'on a envie de vous placer? Ok, rembobinons là de ce qu'on vient de vivre ensemble. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a gamifié l'introduction. On vous a fait jouer en choisissant une couleur de popcorn. Et ça, c'est pour vous inclure dans notre conférence, pour qu'on soit en immersion. On a gamifié pour créer de l'engagement. Là, j'espère que vous êtes tous attentifs, c'était l'idée. Du coup, pourquoi on a fait ça? C'est pour pouvoir aborder finalement ce qui nous intéresse, la question qui nous intéresse au fond, basée sur la conversation qu'on vient d'avoir sur qu'est-ce que c'est la facilitation spectacle. Pardon, je suis désolée. Voilà. Ah, je le colle, ok? Merci. Je vais recommencer du coup si c'est ok. Du coup, on a gamifié pour pouvoir créer de l'engagement, pour pouvoir aborder la question qui nous intéresse au fond, basée sur la conversation qu'on vient d'avoir sur ce que c'est la facilitation spectacle et ses impacts, parce qu'au travers de cette conférence, on veut se demander avec vous comment on crée du coup des ateliers engageants de façon pérenne. Donc nous, vous nous avez parti de show, emmener le public, c'est du fun, de l'émotion, de l'humour. Comment ça peut être des outils qui nous permettent de créer des ateliers engageants dans la durée. Et enfin, la facilitation spectacle, en est-elle, à chaque fois je vais trop devant, la facilitation spectacle, en est-elle une limite ou un outil puissant? Donc là, on a convergé ensemble, on va se rappeler de ces 2 questions et on va venir explorer. Donc pour explorer, c'est que là, on a une question. Avec Camille, là, on va faire un moment où on va venir tester des réponses possibles. Et du coup, la première réponse qu'on voudrait tester avec vous et qu'on voudrait explorer, c'est de se poser la question de la gamification. Alors, je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez ou pas. On va en parler un petit peu ensemble. En fait, la gamification, c'est un concept qui est un petit peu à la mode, mais peu importe, on regarde, qui est souvent utilisé en UX design, par exemple, qui va être aussi utilisé dans du développement d'applications. En fait, c'est venir prendre des mécaniques du jeu et venir, de fait, les intégrer à un outil de base. Je vais donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Il y a peut-être des gens ici qui utilisent des podomètres ou des applications qui leur disent « Yes, j'ai fait tant de pas aujourd'hui ». Mais en fait, quand on regarde ce qu'il y a derrière, c'est qu'on se retrouve parfois en se disant « Ok, j'ai un but à atteindre, j'ai une récompense quand j'ai réussi à battre mon objectif ». Vous vous rendez bien compte qu'en fait, on se retrouve à avoir envie de faire de plus en plus de pas pour gagner quelque chose, mais finalement, l'intention qui est derrière, c'est juste de vous faire marcher, d'avoir une activité. Donc c'est un petit peu ça qu'on vient se poser comme question. Dans les ateliers, on peut, pour vous générer de l'engagement, potentiellement utiliser une de ces briques. Il y a un deuxième élément qui est assez important, c'est la notion de profilage. Alors, c'est un terme qui fait peut-être un peu peur. Qu'est-ce qu'on vient dire par là? En fait, quand on vient concevoir quelque chose,
On a un public, enfin, disons des collaborateurs en face de nous, et il faut imaginer dans la gamification qu'on a en gros 4 types de catégories. Vous allez avoir les personnes qui vont être des killers, super accent anglais que je viens de vous donner. Du coup, elles veulent absolument gagner. Je redonne mon exemple de podomètre. Je découvre que Camille est allée courir sans moi et qu'elle a battu mon record sur le segment. C'est un scandale. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je gagne et je suis contente de l'avoir à nouveau battue et de détenir le record. Même exemple. Du coup, ça, c'est le premier profil. Ensuite, vous allez avoir ceux qui vont être achievers. C'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous avez des étapes que vous voulez gagner avec des badges, des récompenses, etc. Ensuite, il y a 2 autres parties. Vous allez avoir les gens qui, elles, vont venir rechercher la notion de communauté, la notion d'échange, la notion de groupe. La mécanique qu'on a utilisée tout à l'heure, en vous faisant participer, c'est ça, en fait, qu'on a essayé d'activer chez vous. Vous êtes un groupe, on vous met en immersion dans notre conférence et on est tous ensemble pour répondre et ensuite adapter nos propos. Enfin, le dernier groupe, c'est les explorateurs. Donc, eux, c'est des mondes libres qui vont pouvoir venir tester différentes choses. Pourquoi on se dit tout ça? On se posait la question de l'engagement de façon pérenne. Là, on voit qu'il y a des mécaniques de gamification. En fait, factuellement, on peut potentiellement en utiliser pour générer quoi? Pour générer de la motivation. OK, mais ce n'est pas si simple. La motivation, ça fonctionne un petit peu comme un escalier. Comment ça va marcher? Vous allez, le step 1, je n'ai pas envie de venir, je suis amotivé. Ensuite, vous allez avoir l'étape 2 qui va être je viens, mais avec une pression un peu sociale, externe. Je donne un exemple. Je pense que ça arrive à tout le monde. Aller dans une réu, vous n'avez absolument pas envie d'y aller, mais vous y allez parce que toute l'équipe y va et du coup, on se sent un petit peu obligé et en pression. Nous, ce qu'on recherche, c'est passer dans la partie un peu plus positive, la partie verte. Et du coup, c'est d'arriver à avoir une régulation identifiée où les gens commencent à se dire « Ok, je viens, il y a un sens, il y a une cohérence, ça répond à un besoin que j'ai. Du coup, j'ai envie de venir. » Et enfin, le Graal, c'est la notion de plaisir. Là, c'est une conversion complètement des personnes. On n'est plus seulement sur ok, j'ai du sens et de la cohérence, c'est j'ai envie d'être là et ensuite je peux être ambassadeur ou ambassadrice pour que les gens aient envie de participer. Pourquoi on vous montre ça? Souvent, on va se dire, si on se dit ok, on va faire du spectacle, on va faire un truc qui est un peu fun, je vais venir chercher quoi? Je vais venir chercher du coup la motivation intrinsèque qui est le plaisir. Malheureusement, ça risque de ne pas marcher dans la durée et dans la répétition. Ce qui se passe par exemple, le jeu là des pop-corn qu'on a fait, c'était tout simple, vous avez tiré une carte. Imaginez que chaque conférence de la journée commence comme ça. Je pense que ça va vous saouler à la fin. Donc du coup, la pérennité, elle ne peut fonctionner que s'il y a le sens et la cohérence qui sont bien ancrés. Et donc, c'est un peu ça que nous apprend la facilitation spectacle. Donc, on peut répondre à notre question en se disant « Ok, ça génère de l'engagement, mais si on ne fait que ça, on ne va pas créer un engagement dans la durée qui va pouvoir rester avec vraiment une conversion et un plaisir qui sera généré. » Tout ce qu'on se dit là, c'était un petit peu un exemple d'observation théorique. On est en train de se dire finalement qu'il faut peut-être créer un équilibre. Et du coup, pour créer un équilibre et explorer tout ça ensemble et continuer de répondre à notre problème, je vais laisser Camille vous parler d'un exercice et d'une mise en pratique qu'elle a pu tester avec des équipes. Yes. Moi, je vais vous parler d'un retour d'expérience que j'ai pu expérimenter sur c'est un peu cet équilibre entre facilitation spectacle et intention et sens. Et voilà, chercher cet équilibre entre gamification et sens. Et du coup, je vais vous raconter un Rex que j'ai mis en place autour du daily, une expérience que j'ai mis en place autour du daily. Alors, pour vous donner du contexte, j'ai accompagné une ou deux équipes qui se sont retrouvées à perdre du sens dans le daily. Pourquoi on vient? À quoi ça sert? De toute façon, le PO, il parle, on ne sait pas ce qu'il raconte, ça ne nous intéresse pas. On s'ennuie, du coup, puis du coup, on décroche, donc on n'écoute même pas les collègues. On se questionne, on remet en question le rituel, et puis est-ce que finalement les 15 minutes du daily, elles ne seraient pas mieux mises à profit ailleurs? C'est un peu ça le constat que j'ai pu faire dans certains délits. Pour résoudre ça, essayer de réembarquer tout le monde, j'ai proposé une expérience, donc un test que vous pouvez faire sur les formats de délit avec un cadre et une intention précise. C'est là que j'ai eu l'idée d'inventer les délits rigolos. Alors, un délit rigolo, qu'est-ce que c'est? C'est une carte tirée au hasard, donc c'est vraiment un jeu de cartes comme ça, que je vais pouvoir aller faire tirer un jour par semaine. Du coup, un délit rigolo, ça se présente comme ça. C'est un format, une consigne à suivre pour le délit du jour. Donc ici, c'est le délit pourquoi. Pour chaque sujet présenté par les équipiers, chacun doit ajouter pourquoi je fais ça.
Pourquoi? L'intention derrière, c'est remettre de la valeur dans ce qu'on fait. En explicitant ce qu'on est en train de faire, on y remet de la valeur, on démontre l'intérêt qu'il y a derrière cette tâche. Donc j'ai constitué comme ça une dizaine de formats et d'intentions, comme ça un binôme de cartes, pour permettre à l'équipe de sortir de la routine qui était subie et puis les embarquer pour reprendre le contrôle du délit. On a créé du coup une nouvelle manière de faire ce délit. Donc comme je dis, une fois par semaine, ils ont pioché une carte et au hasard, ils ont lu la consigne à suivre et l'intention associée, et puis ils ont testé, et ensuite on a discuté, on a débriefé. C'était quoi ce format? C'était quoi l'intérêt? Est-ce que c'était bien, pas bien? Est-ce que ça a optimisé la synchronisation ou pas? Pour construire ce concept de délit rigolo, je me suis basée sur un ticket gagnant qui est intention, mission, format. L'intention, de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif? C'est quoi l'objectif à atteindre? C'est quoi qui donne du sens au concept? La mission, c'est comment je vais m'y prendre. Et puis le format, c'est concrètement la forme que ça va prendre. Sur les délits rigolos, du coup, l'intention, c'est questionner le sens du délit. Pourquoi on est là? Pourquoi on se synchronise tous les jours? La mission, du coup, c'est expérimenter et débriefer. Et le format, c'est tirer une carte chaque semaine pour expérimenter quelque chose. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'expérimenter avec moi. Donc, je vais refaire appel à un volontaire, si c'est OK, et vous faire tirer une intention. Et je voudrais travailler avec vous. Quel format pourrait répondre à cette intention? Il n'y a pas de piège, et je vous aide, j'ai la réponse. Tirer une carte, pardon. Yes, merci. Est-ce que tu peux la lire? Attention, faire avancer les items en faisant un focus sur ce qui leur manque pour être terminé. Je ferai ce qui est écrit sur la carte. Je dirais, par exemple, je suis sur tel US qui fait ça. Et il me manque votre validation en pull request pour la mettre en terminé. Yes, carrément. Du coup, on formalise vraiment ce qui manque à la carte pour qu'elle avance. Une manière de faire ça, c'est de parcourir les tickets un à un. Vous connaissez tous quasiment, je pense, c'est le délit tiré à droite. C'est ça, on prend un ticket, la colonne par colonne, et puis on regarde qu'est-ce qui lui manque pour avancer la colonne d'après. Tu veux en tirer un autre? Démarrer la journée en définissant ce qui va être positif et ce qui va donner de l'énergie aux individus. C'est mignon. Du coup, je me concentrerai sur la tâche. C'est parti. La tâche qui va être la plus sympa pour... Et du coup, ça fait d'une pierre deux coups. C'est positif et ça donne du courage aux autres. Tout à fait. Oui, carrément, c'est ça. Le format de ce délit-là, c'est d'essayer de mettre le focus sur c'est quoi qui va te faire kiffer aujourd'hui, en fait. Oui, ok, tu dois résoudre le bug Nani et finir l'US, mais concrètement, c'est quoi qui va être cool? Pourquoi tu t'es levé ce matin pour venir ici, au-delà de pour faire ton travail? Merci Nas, c'est gentil, merci. Est-ce que quelqu'un veut... J'ai encore 2 cartes. Est-ce que quelqu'un veut retenter l'expérience? C'était horrible. Merci. L'intention, c'est maintenir un niveau d'attention élevé tout en permettant de s'assurer que les choses ont été comprises. Je vais reculer pour mettre du challenge à la régie. S'assurer que les choses ont été comprises. Peut-être répéter des choses ou faire un résumé de ce que la personne a dit avant ou faire ça pourrait être pour cette intention. Bravo, c'est la bonne réponse. C'est le délit reformulation. Tour à tour, les participants font leur délit classique, mais reformulent ce qu'a dit la personne juste avant. Donc voilà, clairement, il ne faut pas se louper, il faut bien avoir écouté celui qui a dit qui est passé juste avant vous, et puis il faut répéter ce qu'il dit en plus. Yes, merci. Tu veux encore un? Allez, merci. Ah non. Et intention, remettre le focus sur l'objectif. On pourrait lier chaque ticket avec l'objectif et essayer de dire en quoi ça apporte, ça contribue à l'objectif. Bonne réponse. C'est ça c'est...
Merci beaucoup. C'était le daily objectif où en effet, on rappelle l'objectif au début du sprint et puis ensuite on essaie chaque chose qu'on fait de le raccrocher. Bon, dans ce daily-là, on va se rendre compte que c'est compliqué que chaque ticket, que chaque personne travaille réellement sur l'objectif du sprint. Et c'est OK, hein. C'est juste qu'on va en parler derrière et se dire OK, donc on a défini un objectif au début du sprint et puis en fait tout le monde ne travaille pas dessus. Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est OK? C'est juste des questions, c'est pas des accusations, mais ça va provoquer cette discussion. Peut-être que l'objectif il est pas bien défini. Peut-être que pour ce sprint-là c'était trop compliqué. En tout cas, on assoit ça et on en parle et on assume que c'est OK. Voilà, c'était l'expérience que je voulais vous proposer de faire. Pour revenir à mon expérience avec ces équipes qui ont testé le daily rigolo avec moi, certains ont décidé de garder un daily par semaine. Typiquement, le tiré à droite, c'est celui qui a le plus de succès. Et voilà, ça leur permet de s'interroger et de déterminer ce qui manque à un ticket, c'est ce qu'on a dit. Donc ça, c'est devenu un rituel. Cette expérience, elle leur a permis aussi de réaliser qu'il y a certains échanges qui n'ont pas toujours leur place dans le daily. Et c'est ça qui fait sûrement perdre le niveau d'attention. Ils ont aussi certains gardé l'habitude du jeu de cartes et puis de piocher une carte une fois par semaine, random, pour sortir de la routine et faire un truc différent une fois par semaine. Et puis tout en continuant de se questionner sur c'est quoi le daily, pourquoi on le fait. Hop. Ok. Pour améliorer mon truc là, mon prototype de carte de daily rigolo, je me pose encore des questions. Je me dis que ce qui est hyper important, ce qui est hyper précieux, c'est le débrief. C'est ce qu'on en fait derrière. Ok, on a fait le daily de telle manière, mais concrètement, c'était quoi l'intérêt? Donc on a une intention, mais qu'est-ce qu'elle a apporté au groupe? Qu'est-ce que ça a apporté au daily? Et du coup, je me rends compte que c'est hyper important de poser les bonnes questions avec la bonne forme et le bon fond pour pouvoir vraiment continuer d'expérimenter et de s'améliorer. Je me rends compte que parfois un simple rôti en fin de daily rigolo ou en fin de rétro, ou juste une question de type bon bah vous en avez pensé quoi, ça a peu de valeur et finalement on réitère pas, on n'expérimente pas, on retire pas de feedback. Du coup, il y a un véritable art du questionnement sur le fond, sur la forme. C'est vraiment, c'est tout un art, quoi. Pour terminer, on peut dire que je me suis, avec ce concept de daily rigolo, je me suis vraiment rapprochée d'un équilibre entre la facilitation spectacle et l'intention. Voilà, les daily rigolos, ils n'ont pas été inventés juste parce que les gars, ils m'ont dit oh, on s'ennuie en daily. C'était un vrai truc réfléchi, conçu pour expérimenter, pour reprendre le contrôle du daily. Si j'avais voulu faire que de la facilitation spectacle, j'aurais pu leur dire ok, vous vous ennuyez, bah, venez, on va faire le daily en chantant, on va faire des charades. Je pense que déjà tout le monde n'aurait pas été d'accord et surtout on ne se serait pas bien synchronisé. À l'opposé, si j'étais allée dans l'intention pure et dure, j'aurais fait peut-être un cours théorique sur ce qu'est le daily d'après le Scrum Guide. Mais je pense que j'aurais pas créé le cadre propice à l'expérimentation, j'aurais pas eu l'engagement que les délits rigolos ont provoqué. Donc voilà, j'ai pas inventé les cartes du daily rigolo pour que l'équipe rigole. Je sais que le titre porte à confusion, je sais, et c'est souvent la première chose qu'on dit en débrief, c'est pas rigolo. Bah oui, mais on est au travail et voilà, il n'y a pas de problème, j'assume ce titre. Je te laisse, Emma, passer à la partie 3. Yes. Du coup, bon, on a vu pas mal de choses. Je vais rembobiner un peu pour être sûr que voilà, on soit tous bien alignés. Du coup, il y avait 2 problématiques tout à l'heure. La première qui était la question des ateliers engagement dans la durée. La deuxième, c'est de se dire, est-ce que la facilitation spectacle, elle nous aide ou elle nous aide pas? Globalement, on a vu plusieurs choses. On s'est dit, OK, gamifier, ça nous aide. Par contre, dans la durée, ça marche pas forcément. On peut peut-être mixer un petit peu les deux. On a vu l'exemple de Camille, on a mixé les deux. Maintenant, on voudrait aller encore un petit peu plus loin. On s'est surtout concentré, là, on vous a montré dans le déroulé d'un atelier comment ça peut se passer. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Du coup, on voulait vous dévoiler un peu plus de choses pour vous faire retranscrire aussi les différentes étapes par lesquelles on peut passer quand on doit venir créer un atelier. Ça s'adresse à nous, mais ça peut s'adresser en fait à n'importe quelle personne. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un reflet qui peut se faire à différentes échelles. J'ai beaucoup parlé, je vous montre en concret ce que ça veut dire. Là, ce qu'on voulait vous montrer avec Camille, c'était un peu un squelette de conception. Du coup, il y en a plein. Conception, ça veut dire plein de choses. Mais ce qu'il faut que vous gardiez et qu'on aimerait vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que nous, on a une réflexion et vraiment l'idéal, c'est qu'on vous conseillerait aussi de venir utiliser ça. C'est de se dire qu'on va passer tout le temps entre des phases de convergence,
enfin des phases de divergence qui vont nous amener vers des phases de convergence. Je m'explique. Souvent, quand il y a une problématique ou quelque chose qu'on veut venir tester, on part d'un constat, d'une observation. Les gens n'ont pas forcément les mêmes avis. Cette conférence, on l'avait déjà jouée en testant, on n'a pas eu les mêmes choses en fait qui sont remontées par rapport à ce que la facilitation spectacle a amené. Donc du coup, on ne va pas répondre, interagir de la même façon. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a cherché à faire, c'est vous donner, nous, notre point de vue, ce que ça a amené chez nous, mais aussi comment vous l'imaginez, ce qui vous inspire, ce que vous veniez chercher. Camille a parlé des questions tout à l'heure. Dans cette phase, c'est super important de poser les bonnes questions, de venir en fait cadrer. Le cadre ramène quoi? Il ramène en fait à un premier point de convergence qui est une première définition de problématique. Facilitation spectacle, la limite des deux mondes. On aurait pu en fait le traiter de plein de façons différentes. Nous, on a choisi de le cadrer d'une seule façon et je vais vous le montrer après. Ensuite, l'autre étape dans la conception qui existe, c'est qu'on va venir explorer, on va venir tester les pistes. Et enfin, on vient avec une première réponse qui est peut-être pas la bonne, mais qu'on doit faire tester et expérimenter dans la durée. Camille l'a dit beaucoup. On a parlé de débrief tout à l'heure, c'était super important. Donc ça, c'est un concept un peu classique. Peut-être que c'est encore flou. Du coup, on va faire deux choses. C'est qu'on va adapter ce squelette-là au délire rigolo que Camille a présenté tout à l'heure. OK. Du coup, la première phase d'observation, dans son cas, c'est j'observe les rituels d'une équipe. Il y a un point de douleur qui peuvent être diverses. Ensuite, la définition et donc la première problématique qu'elle a voulu traiter, c'était comment je redonne du sens et finalement, comment j'atteins mon objectif de synchronisation sans que les gens s'ennuient, etc. Ça a été cadré avec l'équipe. Et ça, c'est super important de le dire. En fait, la conception, elle se fait en prenant tout ce que les gens vont pouvoir amener, vont pouvoir proposer. Ensuite, la façon de développer, vous l'avez remarqué, il y avait plusieurs formats, il y avait plusieurs intentions. Les gens ont testé plein de choses. Et finalement, ils en ont choisi un. Peut-être qu'ils auraient pu en choisir deux. Une autre équipe aurait pris quelque chose d'autre. Mais quoi qu'il en soit, on peut se décider de ce qu'on veut faire, si on continue, si on arrête. Et enfin, étape super importante, peut-être que là, ça répond à leurs problèmes, et peut-être que dans 3 mois, ça répondra plus. Donc, c'est super important de continuer d'observer et de continuer à se dire, OK, est-ce que ça marche toujours? Et ensuite, de venir ramener une convergence. Donc, on voulait vraiment vous montrer tout ça. On passe à la phase de coulisses. Alors, on vous a dit tout à l'heure que c'était une conférence qu'on voulait imaginer de façon un petit peu immersive. Et donc là, en fait, avec Camille, ce qu'on voulait faire, c'était vous dévoiler les mécanismes qu'on a mis en place pour créer cette conférence, vous repréciser l'intention qu'on a eue et les étapes par lesquelles on est passé. Donc, je remonte encore une fois ces losanges, c'est pour que ça imprime vraiment. Du coup, voilà, premier mécanisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les questions qu'on a mis dans nos constats, on s'est posé la question de ce qu'on voulait transmettre aux équipes. Et en fait, c'est ça qui nous a guidés. On est parti d'un constat, OK, on fait du spectacle, etc. Pourquoi on le fait? Et en fait, c'était vraiment vous accompagner, que vous puissiez participer avec nous à ce chemin de réflexion et vous montrer que nous aussi, on remet en question, en fait, finalement, ce qu'on crée. Du coup, ce qu'on a voulu vous transmettre, là, on va se concentrer sur le squelette de la conf. On est parti de la découverte, c'est quoi pour vous, c'est quoi pour nous. Ensuite, on a convergé avec une problématique qui était l'engagement et la pérennité. Là, on a défini un premier point qui était l'intention de la conférence, qui était de répondre à ce sujet-là. Ensuite, on a testé. On a testé en faisant quoi? On a exploré la gamification et Camille vous a fait de la mise en pratique. Et enfin, on arrive avec un premier point qui est là ce qu'on vous donne. Donc, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est cette conférence avec ses premières conclusions. Et les conclusions, il y en a plusieurs. Camille développera après. On vous a parlé d'intention, de mission et de format. Donc, à chaque fois, se poser ce que je fais et quel outil je viens mettre dessus pour répondre à mon intention. On vous a énormément parlé du fait d'itérer et de réexpérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous avez une problématique, vous avez le droit d'utiliser vos équipes. Ça ne marche plus? Si, c'est bon. Vous avez le droit d'utiliser les équipes comme des bacs à sable, en gros. Vous avez le droit de tenter pour répondre à des problèmes, de faire une expérimentation dans la durée et de vous dire, finalement, c'est ça qui correspond pour moi. Et du coup, l'autre point, c'est de poser les bonnes questions. On l'oublie, mais il faut faire de qualité des débriefs de qualité pour que ça puisse vraiment avoir un vrai sens et une vraie valeur et vous poser la question de si ça a vraiment répondu à votre problématique. Donc, notre intention, c'était de vous faire passer par ces étapes de divergence et de convergence pour que vous puissiez les expérimenter.
Tout à fait. On est passé par ces étapes, mais on a aussi saupoudré ça de facilitation spectacle. On a fait de la gamification et du spectacle. Donc, on a fait le jeu du popcorn. Spoiler, c'était les mêmes questions sur les 3 popcorns. On n'a pas... mensonge, je suis désolée. Souvent, on fait ça. Parce que c'était pas l'idée, c'était vraiment de vous engager et juste de faire que quelqu'un se lève et que ça provoque une interaction et que voilà, c'était juste ça. On a fait des titres accrocheurs, des slides hyper carrés, hyper léchés, j'espère que vous remarquez. Et puis, on a fait de la participation active, voilà, on a échangé avec vous, il y a eu un réel échange. Et puis, de la paillette, voilà, on est arrivé en musique avec des panneaux applause, on a tout donné. C'était voulu, c'est l'idée. C'est de rajouter une surcouche pour créer de l'engagement. C'est l'équilibre qui va avoir du sens après. Peut-être que certains ont aimé, ont trouvé ça trop cool. Peut-être que d'autres étaient gênés et ont trouvé ça très lourd. Peu importe, dans les 2 cas, je pense qu'on a créé de l'engagement. Personne n'a quitté la salle. Et vous êtes restés parce que j'imagine que la question vous a quand même intéressé et que ça a créé de l'éveil en vous. C'était le but. Si on conclut de façon un peu plus globale et qu'on revient aux 3 tickets gagnants, qui sont les autres étapes, l'intention qu'on a eue aujourd'hui, c'était d'explorer ensemble ce que la facilitation spectacle voulait dire et quelles pourraient en être les limites. Ensuite, la mission qu'on a choisie, c'est de le faire sur un format de Rex, de partage et de discussion. Et enfin, le format qu'on a choisi, c'était de bénéficier du LFT, de la conférence qui était proposée. Et ça va repartir. Comment ça va repartir ? Tada! On vous propose, du coup, on n'aura pas forcément le temps de le traiter maintenant et il y aura vraiment une réflexion qui doit être faite aussi en asynchrone. Vous pouvez scanner ce magnifique QR code qui va vous amener du coup vers... Mince, ah oui, je suis devant, merci. Du coup, ce QR code devant lequel je ne suis pas, qui va vous permettre en fait de vous poser plusieurs questions. Quelles sont les intentions derrière ces questions ? Il va y avoir le feedback que nous, avec Camille, on va prendre pour nous améliorer. Et enfin, on veut que vous vous posiez la question de ce que ça a créé en termes d'apprentissage. Vous allez avoir des exemples de questions qui sont des questions qui viennent des debriefing cards, qui sont importantes et qui vont ancrer les apprentissages à différents niveaux. Pour vous, l'impact que ça va avoir sur l'organisation et comment vous comptez les utiliser. Donc là, vous allez pouvoir tester un petit peu différents types de formats et toucher un peu du doigt l'art du questionnement et ce que ça pourrait permettre. Voilà, on vous laissera répondre. Merci beaucoup. Et du coup, merci à vous. Et Camille, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Bon, est-ce que tu veux que je redise merci ? Attends, il faut tourner comment ? Bon, ça n'a pas manqué de paillettes du coup. On va avoir des questions peut-être dans l'auditorium et puis peut-être y en avoir aussi à distance. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditorium ou des remarques ou des applauses à donner ou... Moi, j'ai trouvé ça super cool. Merci. C'est une conf qu'on veut donner dans les Agile Tours. Du coup, on est vraiment preneuse de feedback. Dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé parce que après, on va le donner devant des agilistes très sérieux qui font des thèses là-dessus. Donc, on veut vraiment itérer et expérimenter. Par rapport au feedback, on a un outil pour le LFT. On vous partagera ça en début d'après-midi. Vous pourrez donner des feedbacks à chacune des confs. Donc, on vous mettra ça en avant en début d'après-midi. Merci pour la conf, c'était très cool. Moi, j'ai une question. Est-ce que le Daily Rigolo, il a une version virtualisée pour les gens qui travaillent avec des personnes qui ne sont pas sur place, si on veut en tirer un au hasard chaque jour, par exemple? Yes, carrément, il y a un board Miro qui peut permettre de faire ça, où tu soulèves juste, du coup, celui que tu veux, de façon random. Il y a une question sur place? On a Christophe Mancy qui nous demande « C'est quoi le format de rétro le plus what the fuck que vous ayez animé ?» Je pense que l'exemple qu'on a... Bon, alors après, il y en a pour lesquels ça a marché. Je pense que l'exemple le plus what the fuck, c'est l'exemple que Camille a donné avec Noël. Alors, on vous donne un peu de contexte. En fait, en gros, on voulait... vu que c'était Noël, on est parti de cette thématisation-là. On a organisé un repas de famille. Et ensuite, il y avait des cartes avec des personnages, genre l'oncle raciste, la mère complètement saoule, etc. Du coup, en fait, c'était très bien. On vous donne l'intention qu'il y a derrière, parce que c'est pas si what the fuck.
c'est en fait de placer les gens, là je le dis quand même, je donne une mécanique, c'est placer les gens dans des rôles, ça permet de libérer la parole de façon à ce que les choses qu'on dirait pas très facilement puissent venir. Donc par exemple, la personne qui râle ou qui est complètement complotiste, bah, elle va oser dire des trucs sur l'équipe. Ça, c'est plutôt cool. Là, on s'était un peu planté et c'était n'importe quoi. C'est qu'on a fait en fait une décoration de sapin, on a fait plein de choses autour. Et il y a des équipes avec lesquelles ça a marché. Genre, moi, je l'avais fait avec une de mes équipes, ça avait marché. Et avec d'autres, c'était une catastrophe. Et le truc hyper gênant, bon, tant pis, je dévoile, je dirais pas avec qui c'était, c'est qu'en fait, vu qu'on avait mis des rôles, il s'est passé un truc absolument atroce, c'est que les gens ont pris des voix pour vouloir imiter les rôles, et on s'est sentis tous hyper gênés parce qu'on a tous commencé à imiter la voix qui était sur la carte, et vraiment hyper cringe, on a perdu toute l'intention, ça n'avait aucun sens. Donc ça, c'est un truc what the fuck. Après, on a passé un trop bon moment. Ça a créé du lien entre nous. Et du coup, c'est aussi un objectif qu'on peut atteindre en rétro. Là, en l'occurrence, c'était une rétro. Et c'est OK aussi parfois. C'est sûr que si, déjà, ça demande énormément d'organisation, du budget pour faire ce genre de choses. Donc, c'est pas OK toutes les 2 semaines. Mais parfois, ça vaut le coup. Et si c'est ça dont l'équipe a besoin, go faire un truc complètement incroyable avec une intention qui baisse et tant pis, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Merci. Merci pour le spectacle. J'ai une question. Là, vous avez parlé d'accompagnement des équipes. Comment vous faites quand vous planchez sur un sujet que vous-même, enfin, vous avez besoin d'accompagnement aussi, je pense, parfois. Est-ce que vous concertez entre vous? Est-ce que vous avez d'autres approches que pour les équipes? Ou vous réussissez à chaque fois? Du coup, ce qui est important de dire, après, je pense qu'on va avoir une réponse qui est peut-être différente. Du coup, je donne mon prisme à moi. Bon, moi déjà, je suis plus facilitatrice, donc je n'ai plus de problème, trop. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'angoisse de la page blanche, là, dont j'ai parlé au début avec le manque de créa, quand il arrive, moi, c'est ce qui m'a aidé, c'était de remettre en question et de me dire pourquoi je fais ça. Et du coup, là où j'en étais arrivée, moi, je passais beaucoup plus de temps sur le questionnement, en fait. Du coup, je suis repartie vraiment de cette partie-là. Ensuite, pour travailler entre nous, bon, c'est vrai qu'on a un duo assez incroyable avec Camille. Donc, généralement, on travaille avec des pairs, tu as des personnes avec qui ça marche. Tu peux lire, tu fais de la même recherche, en fait, que vous en faites. En fait, tu regardes ce qui existe aussi. Et surtout, moi, j'utilisais beaucoup les équipes comme des bacs à sable pour tenter. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, expérimentation, revenir au sens, et puis continuer à échanger, quoi, tu vois, éprouver les choses en les testant. Je sais pas si tu veux compléter les trucs, Camille, mais... Yes, moi, je demande beaucoup l'avis de mes pairs. Ça m'arrive aussi de venir en rétro en disant, bon, j'ai une idée de format, mais je crois que c'est un peu foireux, ou je suis pas sûre que ça va fonctionner. Et en fait, les règles sont souples. Donc, si ça marche pas, si vous sentez qu'on perd du sens, bah, on le dit, on débriefe tout de suite et on adapte si c'est nul. Voilà, vraiment, donner de la vulnérabilité et montrer que c'est OK de se tromper, le droit à l'erreur, tout ça. Enfin, c'est des messages qu'on transmet aussi via ça, finalement. Ça va? En ligne, on a une projection de Baptiste qui demandait est-ce que c'était une rétro ou un JDR? C'est un mix, du coup, carrément. C'est quoi le JDR? Jeu de rôle. Ah, OK. Une seconde question de Valentin qui demande est-ce que vous avez prévu un show au Stade de France? Yes. Ouais, on voit les choses en grand, mais on voudrait, on va regarder l'offre la plus grosse pour le moment, quoi. Et une dernière d'Étienne est-ce qu'il vous est arrivé de devoir dire non à une idée car pas assez productive ou trop de perte de temps? Et si oui, à partir de quel stade vous stoppez? Comment définir un format comme pas assez utile? En vrai, tout se tente, je pense. Il faut toujours juste mettre le doigt sur l'intention et concrètement, qu'est-ce que ça va donner. Et je crois aussi que c'est une question de temps. En vrai, ça prend énormément de temps. Comme on l'a dit, c'est chronophage. Du coup, tu la rétro, c'est dans 2 semaines et que tu viens... Enfin, c'est lundi et que tu viens vendredi. Ouais, non, faut pas se lancer dans un truc trop compliqué. Il faut revenir à l'essentiel aussi. Moi, l'outil que j'utilisais beaucoup, alors il y en a, je sais pas qui ça va parler, c'est la magie des 3 options. C'est-à-dire que généralement, en fait, quand, par exemple, dans le cadre d'une rétro, je mettais 3 pistes et je demandais en fait à l'équipe de choisir basé sur l'intention. Après, tu as quand même l'observation du quotidien, en fait. L'exemple que je donnais tout à l'heure, là, sur on fait une rétro, du coup, jeu de rôle, JDR, avec des gens qui viennent parler. Si tu es dans une équipe qui se dit les choses, tu n'as pas besoin de le faire. Donc, il y a quand même, en fait, c'est super important, c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même toute la partie d'observation. Donc, le utile ou pas utile, c'est quand tu proposes plusieurs idées, tu en as peut-être une que tu as très envie de faire. Si tu n'as personne dans l'équipe qui vote pour ce format-là ou cette intention-là, tu le fais pas.
Donc, tu adaptes et tu co-crées avec les équipes. Ça t'aide. Moi, j'ai une question par rapport un peu aux paillettes où certaines personnes sont un peu réfractaires, peut-être aussi parce qu'il y a des dérives, enfin, je ne sais pas. Comment vous gérez ça, en fait? En adaptant, je pense. Ça, la clé. Et puis en connaissant, en fait, en questionnant. Tu vois, si on demande au début, est-ce que c'est OK? Est-ce que quand tu poses le cadre et que tu donnes les règles, après, c'est du feeling aussi, tu vois. Est-ce que tu veux jouer le jeu? Tout le monde joue le jeu. Si toi, tu veux pas, est-ce que tu peux te demander où est le problème? Non, ouais, j'exagère. Mais ouais, je pense que c'est en adaptant le cadre en fonction des gens, en fonction des envies. C'est pour ça qu'il y a des check-ins, c'est pour ça qu'il y a plein d'astuces pour... Est-ce que tout le monde est bien dans le mood pour se mettre debout sur les chaises? Bon, j'ai jamais fait ça en vrai, je pense qu'il n'y a pas de plus-value, mais voilà, enfin, c'est de poser les questions et de s'adapter. Yes, et du coup, Nas, si on fait le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez du continuum de motivation, il y avait la notion de sens, cohérence et après la notion de plaisir. Du coup, après, voilà, ça va dépendre. On a quand même une part d'observation qui est importante. Des fois, tu as des équipes au début, elles ne vont pas oser, tu vois, sortir d'un format. Mais si tu gagnes une confiance et que tu amènes le pourquoi tu le fais, donc j'utilise là, par exemple, ce que je vous ai décrit sur... Je reviens toujours au même parce que c'est le plus simple, mais le truc de on utilise des rôles pour faire sortir. Si je vous dis, vous êtes tel personnage ou alors... Pour pouvoir permettre ça, j'ai utilisé ça, ou souvent à la fin, réexpliquer ce que tu as fait, mais en fait, tu donnes de la cohérence aux mécaniques que tu as utilisées. Donc, l'équipe va te faire de plus en plus confiance. Je pense que vraiment, tu peux utiliser de la pâte à modeler si tu as expliqué pourquoi. Par contre, juste mettre des gens face à de la pâte à modeler, ça peut ne pas fonctionner avec tout le monde, quoi. En gros, si je résume. Oui, carrément, si tu explicites pourquoi tu fais le truc. Ça me fait penser à un autre exemple là où je voulais que les gens se présentent d'une autre façon que juste je m'appelle Camille, je suis chez Bedrock depuis 3 ans et je suis coach. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'humain, un peu qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'est, mais je veux pas forcer la main. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé une couleur à une question et j'ai fait piocher un bonbon dans une poche. Vraiment, paillettes minimum, j'estime. Mais ok, j'aurais pu simplement dire distribuer une question à chacun ou poser la même à tout le monde. Tu vois, et en fait, il y avait du sens. C'était pour que vous vous présentiez, que ça crée un peu d'enjeu. Tu donnes des bonbons. S'il y a quelqu'un qui dit j'aime pas les bonbons, écoute, sors. Enfin, tu vois, il y a un peu aussi j'ai dit, on n'est pas là pour rigoler, mais si, en vrai, on est au travail, personne ne vient pour souffrir, j'espère. Et on va prendre une dernière question dans l'auditorium. Bravo pour la présentation et votre travail déjà. Moi, j'avais une question un peu plus globale. Comment un peu, j'entends beaucoup de Madeleine de Proust, des trucs qu'on réussit dans votre boulot. Comment vous mesurez l'impact et vous partagez vos succès de manière globale? Parce que je pense que toutes les équipes ont des succès à partager. Mais est-ce que c'est partagé à un niveau plus global? Vous avez 4 heures. Je ne suis plus dans cette équipe. C'est très de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Parce qu'on plante des graines et après, souvent, quand ça fleurit, soit on n'est plus là, soit c'est tellement loin et les équipes s'approprient les lauriers. Mais c'est OK parce que c'est le jeu, c'est le job. Tant pis, quand on travaille sur la communication ou la bienveillance dans les équipes, par exemple, c'est en fait, tant pis, ça marchera peut-être plus tard, mais ouais, non, c'est très difficile à mesurer. Après, ce qu'on peut prouver, c'est j'ai fait tel atelier et on a fait ça et j'ai eu l'impression que ça a marché. Et puis, le débrief et les feedbacks. C'est ça qui va donner. Mais ouais, c'est impossible de dire sur une échelle de 1 à 5 est-ce que ça a marché, quoi. C'est un peu frustrant. C'est un peu c'est ingrat un peu comme taf du coup. C'est pour ça qu'on met beaucoup de paillettes peut-être. Faut compenser. J'ai été horrible, je t'ai balancé le, le poisson. Du coup, j'ai pris le temps de réfléchir. Merci. Il y a donc je reviens à un truc hyper théorique. On a parlé tout à l'heure de cadrage, de convergence et tout. Il y a peut-être des choses qui sont faites sur... Déjà, en fait, il faut penser que la posture et le rôle qui est pris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en création avec les équipes qu'on a en face. Du coup, le fait de définir une problématique, ce qu'on veut atteindre et ce qui ferait que ça marche, avec des vrais critères de succès qui sont mesurés, permet d'avoir cette mesure d'impact par la suite. En fait, au-delà de se dire c'est comment on le mesure, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et c'est cette étape parfois qui peut être manquante. Là, par exemple, nous, on va vous faire des feedbacks sur, on a voulu vous emmener sur la compréhension de la convergence, de la divergence, de vous faire tester des choses. On va regarder l'impact que ça a eu, parce que dans l'une des questions, par exemple, qui peut être posée dans des débriefs, c'est quel impact ça va avoir sur votre quotidien? Comment vous voulez l'implémenter? Donc, en fait, il faut vraiment relier la problématique au débrief. Donc ça, c'est une piste vraiment très courte. Il y a des cadrages, je pense, qui sont faits aussi avec les équipes sur comment on peut les accompagner, comment elles veulent qu'on les accompagne. Et c'est cette itération qui est faite.
l'expérimentation et le fait de le refaire est très important. C'est pas parce que ça a marché il y a 3 mois qu'il ne faut pas revenir dessus après.